Mesdames, Messieurs, ce court-métrage a été réalisé dans le cadre d'un travail qui vise à expliquer le concept de peur ancestrale. Nous avons fait de notre mieux pour essayer de cerner ce sujet qui reste malgré tout assez flou et peu étudié dans la communauté scientifique. Ce film amateur, réalisé par des étudiants en médecine de 3e année, a pour but de faire le lien entre des notions psychologiques, anthropologiques, philosophiques et scientifiques. Nous avons tenté de réaliser cela aussi bien que possible avec les moyens du bord et nous espérons ne pas trop nous être perdus en route sur les notions complexes, restant aussi clairs que possible dans nos explications. Sur ce, bon film! Bon, c'est la dernière présentation de la journée. Vous êtes fatigué, je suis fatigué, tout le monde est fatigué. Mais vous allez montrer que vous allez écouter, vous allez montrer que vous êtes motivé. Donc maintenant, je veux que vous me fassiez un gros ouais! Non mais attendez, c'est tout là? Attendez, on est à Marseille ou on n'est pas à Marseille? Donc maintenant, vous allez montrer que vous êtes motivé. À 3, je veux vous entendre crier, je veux vous entendre sauter, je veux monter sur les tables, je m'en fous, montez sur les tables. Motivez-vous, ok? À 3, je veux vous entendre. 1, 2, 3, ouais! C'est parti. Bon, on a tous des peurs qu'on pense héritées depuis la nuit des temps. Peur des araignées, peur des serpents, peur d'être mangé, peur du noir, peur du vide. Et on se dit vaguement que ça a dû aider nos ancêtres à survivre. Bonjour, je suis un ancêtre et j'ai trouvé un serpent. Oh, qu'il est beau ce serpent. Oui, 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 moi j'aime les serpents. Il est beau. Oh, il est beau ce serpent. Il est long, il est beau. Oh, je l'aime bien. Oui, 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 il est beau. Bon, lui, par exemple, il transmettra jamais son patrimoine génétique, c'est sûr. Bon, alors on émet l'hypothèse qu'il existe des peurs ancestrales et nous allons tester cette hypothèse ensemble. Alors évidemment, il existe des arguments contre. Même si vous avez une peur bleue des araignées, il existe des techniques pour vous désensibiliser de cette peur. Une peur qui est censée être ancestrale! Franchement, vous y croyez, vous? Qu'il soit possible, en 2 mois, de se désensibiliser d'une peur qui dure depuis des milliers et des milliers d'années? Et il existe aussi des arguments pour l'existence des peurs ancestrales. À l'heure actuelle, il y a beaucoup plus de morts à cause des armes à feu, plutôt qu'à cause des araignées. Pourtant, toi, t'as peur des araignées, pas des armes à feu. Bon d'ailleurs, à ton avis, qu'est-ce qui cause le plus de morts en France? Bon, les loups, le dernier mort, c'était le petit chaperon rouge. Les serpents, bon, il y a un mort par an en France, les vipères. Les requins, il y a eu 5 morts en 3 ans à La Réunion. Mais les piscines familiales comme celle-là, c'est 41 morts par an. La majorité des enfants de moins de 6 ans. Bon, du coup, dans cette vidéo, on va utiliser quelques concepts. La peur, la transmission et l'hérédité, l'inné, l'acquis. Accrochez-vous. Bon, il faut que je vous raconte une histoire quand même. C'est l'histoire d'une Américaine de 46 ans qui avait peur de rien. Cette femme habitait dans le Bronx. Elle s'est fait menacer de mort plusieurs fois. Même une fois, elle a failli se faire égorger. Toujours rien. Du coup, les chercheurs sont intéressés à son cas. Ils ont tout testé sur elle. Les araignées, les serpents, les migales, les maisons hantées. Toujours rien. Mais vous savez quoi? Ils ont fini par trouver la faille. Ils ont fini par réussir à lui faire peur. À lui faire très peur. Ils ont réussi à trouver la peur la plus ancrée en elle, la plus profonde. Ils ont réussi par trouver la peur ancestrale. Tu veux savoir ce qu'ils ont fait? Tu le sauras à la fin de cette vidéo. Bon, la peur, il faut que je vous explique. Il y a une structure super importante dans le cerveau qui s'occupe de la peur. C'est l'amygdale. Je t'explique ça en image. On va maintenant passer à une explication neurophysiologique de la peur. Que se passe-t-il entre la perception d'un potentiel danger et la réponse sensitivo-motrice? La structure cérébrale centrale impliquée dans la peur est l'amygdale. On distingue ensuite 2 voies, une voie courte et une voie longue. La voie courte passe essentiellement par le thalamus. On a une perception du stimulus, un traitement au niveau du thalamus, l'amygdale et la réponse. On a alors un réflexe non réfléchi et inconscient nous poussant à fuir un danger potentiel. La voie longue, quant à elle, implique plus de structures cérébrales. On a en plus un traitement cortical et un passage par l'hippocampe. Perception, thalamus, traitement cortical, hippocampe, amygdale et réponse. C'est une réponse plus réfléchie. Elle va inhiber ou renforcer l'action de la première voie selon si le danger est réel ou non. Je vais vous faire maintenant l'expérience du serpent de Ledoux.
Imaginez, vous vous promenez dans la campagne et vous voyez ça. Le cerveau va d'abord vous alarmer via le circuit court en vous faisant penser que c'est un serpent. Dans un deuxième temps, il vous fera comprendre qu'en fait, c'était seulement un bâton. Bon, d'ailleurs, c'est même pas un bâton. Hein. Bon, évidemment, du point de vue de l'évolution, pour survivre, il vaut mieux prendre un morceau de bois pour un serpent, plutôt que l'inverse. Eh les gars, j'ai trouvé un bâton, regardez comme il est beau. Mais attends, t'es sûr que c'est un bâton là? Comme on utilise souvent des notions qu'on ne maîtrise pas vraiment, voilà un petit résumé des théories de l'évolution et comment certains chercheurs expliquent nos états psychologiques en termes évolutionnistes. D'abord, qu'est-ce que l'hérédité? L'hérédité est la transmission d'une génération à la suivante de certains caractères. Il y a une hérédité des caractères innés, c'est l'hérédité mendélienne. Ici, le support de l'hérédité, ce sont les gènes. Ce qui ne veut pas dire que ces caractères-là seront présents à la naissance. C'est le cas par exemple des dents chez l'homme, ou des poils sur le torse. Moi, à la naissance, j'avais pas de poils sur le torse. Et puis, il y a l'hérédité des caractères acquis. C'est l'hérédité non mendélienne. Ici, le support de l'hérédité n'est pas le matériel génétique. On vous parlera d'épigénétique un peu plus tard. Pour mieux comprendre, il faut se replacer dans le débat entre Lamarck et Darwin. Lamarck pensait qu'il y avait une transmission des caractères acquis au cours de la vie. C'est son fameux exemple du cou de la girafe. Mais depuis tout à l'heure, tu me parles de la marque. Mais la marque de quoi? La marque de vêtements? Pour Darwin, à l'inverse, la transmission des caractères innés se fait par la sélection naturelle. En d'autres termes, si un allèle favorise la survie et la reproduction des individus qui le portent, alors la fréquence de cet allèle augmente mécaniquement dans cette population au cours des générations. Dans les années 1930-1940, des biologistes ont intégré l'hérédité mendélienne, la théorie darwinienne et la génétique de population, et ils ont fait la théorie synthétique de l'évolution. C'est plus ou moins ce qu'on apprend au lycée et à la fac aujourd'hui. La théorie actuelle est celle du gène égoïste, c'est-à-dire que le processus de sélection ne se fait pas à l'échelle de l'individu, il ne se fait pas à l'échelle de l'espèce, mais il se fait à l'échelle du gène. C'est-à-dire que les gènes cherchent à reproduire des copies d'eux-mêmes au cours des générations. Et cette théorie permet d'expliquer des comportements qui paraissaient comme des anomalies vis-à-vis de l'ancienne théorie. Par exemple, les comportements altruistes. Parce que le comportement altruiste, il est plutôt dangereux pour l'individu du point de vue de la survie. Et il aide d'autres individus. Les tenants de cette théorie expliquent que les comportements altruistes se font, en majorité, vis-à-vis des gens de la même famille. C'est-à-dire qui portent les mêmes gènes. Et donc, avoir un comportement altruiste envers eux permettrait d'augmenter leurs chances de survie, et par conséquent, permet d'augmenter la propagation de ces gènes. En d'autres termes, l'altruisme d'un individu cache l'égoïsme de ses gènes. Mais je comprends pas le rapport. Ben moi non plus. La théorie de l'évolution explique nos caractéristiques de deux manières. De manière fonctionnelle et de manière causale. La manière fonctionnelle, c'est le pourquoi. Pourquoi avons-nous des peurs? Parce que la peur nous permet d'être hyper attentifs, hyper vigilants et donc de fuir devant des dangers. L'explication causale, c'est le pourquoi. Pourquoi avons-nous peur? Parce que nos ancêtres qui possédaient cette peur étaient donc plus attentifs, donc ils avaient un meilleur taux de survie, et donc ils ont pu mieux propager leurs gènes. Et c'est pour ça que nous avons ces gènes aujourd'hui. Mais attention, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême, celle de croire que toutes nos caractéristiques sont en fait des adaptations. Par exemple, le fait que notre sang soit rouge n'est pas une adaptation, c'est juste la conséquence du fait qu'il comporte de l'hémoglobine. C'est comme dire que nos nez sont faits pour porter des lunettes. Ça n'a pas de sens. Cette dérive s'appelle le pan-adaptationnisme. Et quand nous pensons que nos peurs sont le fruit d'adaptation, peut-être que notre raisonnement aussi est erroné. C'est ici qu'entre en jeu la psychologie évolutionniste, c'est-à-dire l'application de tout ce qu'on a dit à notre esprit. L'esprit aurait été créé par sélection naturelle pour résoudre les problèmes adaptatifs de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Pour comprendre l'évolution de notre espèce, il faut comprendre l'environnement qui a posé des problèmes adaptatifs à nos ancêtres. Dans le cas de la lignée humaine, cet environnement est le Pléistocène, c'est-à-dire une période qui va de moins 2 millions d'années et demie jusqu'à moins 11 000 ans. Le genre Homo a passé 90% de son temps durant cette période. C'est durant cette période que notre évolution a eu lieu. Les problèmes adaptatifs auxquels nos ancêtres ont été confrontés sont donc assez évidents. Éviter les prédateurs, manger de la bonne nourriture, trouver des partenaires sexuels, protéger ses enfants, coopérer et échanger. De plus, la plupart des processus psychologiques sont non conscients. Parce que extrêmement complexes et très importants pour notre survie, notre esprit les a rendus complètement automatiques.
Prenons l'exemple de la vision. Il est extrêmement complexe de reconstruire des images en 3 dimensions à partir d'images rétiniennes en 2 dimensions. Pourtant, nous le faisons sans même y penser. En fait, si nous y pensions, cela encombrerait trop notre esprit. Voir, entendre, parler, se diriger dans l'espace, trouver quelque chose de dégoûtant, tomber amoureux ou avoir peur des araignées sont des choses qui nous apparaissent comme fondamentalement naturelles. Donc en fait, on a très peu envie de les étudier, on se dit qu'il n'y a rien à expliquer. Or, notre rôle en tant que scientifique, c'est de rendre le naturel étrange. Mais parfois, ces processus visuels ou émotionnels sont tellement automatiques qu'ils résistent à la connaissance consciente. Vous avez beau savoir que ces 2 lignes sont de longueur égale, l'illusion perdure. Et ici, votre sentiment de dégoût perdure, même si vous savez qu'il s'agit en fait de chocolat. Le traitement émotionnel est insensible à la connaissance déclarative. Et tu vois le lien avec la peur. Tu sais très bien qu'en France, avoir peur des araignées, c'est tout à fait irrationnel. Pourtant, ça t'empêchera pas de sauter au plafond dès que t'en vois une. Non mais du coup, nos crânes modernes, ils abritent un esprit qui date de l'âge de pierre, c'est ça que tu me racontes. Mais c'est un petit peu ça. Certains processus mentaux continuent d'assurer leur fonction initiale alors qu'ils ne sont plus du tout adaptés à la société d'aujourd'hui. C'est par exemple le cas de l'alimentation. On imagine bien qu'à la préhistoire, il était hautement adaptatif de privilégier 1. Les graisses et les sucres, et 2. D'être capable de les stocker en cas de pénurie. Or aujourd'hui, ces pénuries n'existent plus. Ce comportement n'est donc plus adapté. Pourtant, cet instinct de survie primaire nous influence toujours dans nos choix alimentaires. Vous êtes toujours convaincu que la peur est le fruit d'une adaptation ancestrale? On va essayer de vérifier cette hypothèse avec des expériences sur la peur innée, la peur culturelle et la peur conditionnée. Il est d'ailleurs intéressant de constater qu'un parasite, Toxoplasma gondii, est capable d'enlever aux souris la peur des chats. En effet, le but de ces parasites est d'arriver finalement au chat. Ainsi, il va transformer la souris en cheval de Troie, ou plutôt en rongeur de Troie. Des chercheurs ont mis en évidence que les composés odorants responsables de cette peur sont des amines. Le bêta-phényléthylsasmine chez le chat et le triméthylsasmine chez le renard. Nous, les humains, n'avons pas peur de l'urine de chat. Ceci dit, nous retrouvons le même type d'amines dans les chairs en décomposition. Et là, tout le monde comprend l'avantage adaptatif qu'il y a à avoir peur des chairs en décomposition. Donc ok, ça marche chez la souris, il y a une peur innée. Qu'en est-il chez nos proches cousins, les singes? On a longtemps cru que chez les singes, il y avait une peur innée des serpents. C'est une erreur que Darwin a commise lui-même dans ses mémoires. Or en fait, quand on montrait un serpent à un jeune primate, il avait peur du serpent, tout simplement parce qu'il observait sa mère avoir peur de ce même serpent. Par mimétisme, par apprentissage, il avait appris cette peur. Doit-on conclure qu'il n'y a pas de peur innée du serpent chez le singe? Eh bien la réalité est plus complexe. Et oui, un singe né en captivité qui n'a jamais vu d'autre singe et jamais vu de serpent, quand il voit pour la première fois un serpent, il n'en a pas peur. Toutefois, quand on regarde son processus neuronal, on voit qu'il a une très très grande attention visuelle et une plus grande attention visuelle lorsqu'il voit l'image d'un serpent plutôt que quand il voit l'image d'un macaque agressif. Si cette peur n'est pas innée, il y a toutefois une prédisposition des singes à avoir peur des serpents. N'est-ce pas dû au fait que les serpents ont exercé une forte pression de sélection sur les singes? D'ailleurs, on ne retrouve pas cette peur chez les lémuriens. Les lémuriens vivent au sommet des arbres, ils ne sont donc pas confrontés aux serpents. Vous avez tout compris? Moi je suis crevé. Je dois prendre une pause. Allez, Lisa, tu les occupes? Il va revenir, hein. Patientez juste 2 minutes. Flo, t'as bientôt fini? Alors la peur, innée ou culturelle? Parce qu'il y a évidemment des peurs culturelles. Prenez l'exemple du loup. Le loup était vu comme un animal avec une image hyper bénéfique. C'était le cas par exemple de la Rome antique, avec le mythe de Romulus et Rémus. C'était aussi le cas chez les Indiens d'Amérique. Mais chez nous, cette image s'est progressivement dégradée avec des histoires qu'on raconte aux enfants, des histoires où le loup était dépeint de manière tout à fait négative. C'était le cas du petit chaperon rouge, du loup et l'agneau, ou pensez au mythe aussi de la bête du Gévaudan. Mais du coup, est-ce que tu ne penses pas qu'on peut extrapoler cet exemple à toutes nos peurs? Toutes nos peurs ne seraient-elles pas dictées, soit parce que nous ont dit nos parents, soit parce que nous dit la société? Peur innée, peur acquise?
Finalement, qui a raison là? Je comprends rien. Mais ça, c'est à toi de voir. D'autant que ça se complexifie encore, puisque l'expérience qu'on va vous montrer permet de montrer une peur transmise ni par les gènes, ni par la culture, mais par l'épigénétique. Pour illustrer la transmission épigénétique d'une peur, on va faire une expérience avec des souris qui vont être soumises à un stimulus odorant, l'acétophénone, qui est l'odeur de la fleur de cerisier. On prend 2 groupes de souris. On va conditionner le premier groupe à gauche à avoir peur de l'odeur de l'acétophénone via des chocs électriques. On va prendre les gamètes de ce groupe de souris, faire une fécondation in vitro et réimplanter les embryons dans le deuxième groupe de souris à gauche qui n'a pas été conditionné à avoir peur de l'odeur de l'acétophénone. Les souris filles non plus n'ont pas été conditionnées à avoir peur de cette odeur, mais lorsqu'elles vont sentir cette odeur pour la première fois, elles vont avoir un réflexe de fuite. On remarque que le récepteur à l'acétophénone est surexprimé chez les souris filles et que le gène à l'acétophénone des spermatozoïdes est beaucoup moins méthylé, transformation épigénétique qui modifie le nombre de récepteurs chez les souris filles. On a donc une transmission de la peur d'une génération à l'autre. Cette modification épigénétique au niveau des gamètes reste un mystère. Un stimulus aversif va engendrer des modifications comportementales et un réflexe de peur. Comment ces modifications comportementales et cérébrales peuvent-elles avoir un impact sur la méthylation des gamètes alors que la barrière hématotesticulaire ne permet aucun passage? Bon, vous avez compris ce que c'est l'épigénétique? On a tendance à passer à l'ADN comme à un modèle de conception de l'homme. Un petit peu comme le plan d'une voiture construite par des ouvriers. Un jour, un ouvrier fait une erreur et ça donne une mutation. Il faudrait plutôt penser à l'ADN comme à un script. Pensez à Roméo et Juliette joué au moment de Shakespeare et pensez à Roméo et Juliette joué par Leonardo DiCaprio. Même script, des versions bien différentes. C'est la même chose pour l'ADN, ce qui conditionne son expression, ce sont les changements épigénétiques. On a donc vu que des modifications épigénétiques étaient transmissibles chez la souris d'une génération à l'autre. Mais est-ce que ça nous concerne nous, les humains? Eh bien oui, nous avons réussi à prouver, grâce à l'exemple de la famine hollandaise durant la Seconde Guerre mondiale, événement extrêmement dramatique, qu'il y avait des modifications épigénétiques transmissibles de génération à génération jusqu'à aujourd'hui. Les Pays-Bas ont été le théâtre, durant cette période, de très grandes privations de nourriture. Les femmes qui étaient enceintes à ce moment-là, en début de grossesse, ont mis au monde des enfants qui paraissaient relativement normaux. Or, ces enfants, a posteriori, ont développé beaucoup plus de troubles mentaux, tels que la schizophrénie. Ce qui est encore plus troublant, c'est que les descendants de ces enfants, jusqu'à aujourd'hui, développent toujours beaucoup plus de troubles mentaux. Ceci est typique d'une transmission de type épigénétique, c'est-à-dire à la frontière entre l'inné et l'acquis. Du coup, c'est la même chose que chez la souris. On voit donc que chez l'homme, il est possible de transmettre des caractères acquis, et ce, par le biais de la voie épigénétique. Et il serait donc aussi intéressant de se demander si des personnes ayant subi des syndromes de stress post-traumatiques peuvent transmettre leurs peurs et leurs angoisses à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Bon, moi je t'avoue, j'en sais rien. Donc mon rôle s'arrête ici, il faut plus de recherche. Donc ce que je te propose, c'est que tu prennes tes petits outils, tu prennes tes petits cahiers et que tu fasses des recherches là-dessus. Comme ça on en saura tous plus et comme ça on en sortira grandi. Voilà, merci. Vous ne trouvez pas qu'on se perd dans cette opposition entre l'inné et l'acquis? D'un point de vue évolutionniste, en fait, nos caractéristiques sont juste le fruit à la fois de nos gènes et de notre environnement, c'est tout. Prenons l'exemple de la peur dans le noir. Peur qui paraît être tout à fait ancestrale. En fait, peu importe qu'elle soit expliquée par notre nature ou par notre culture, ce qui est important, c'est qu'elle nous permet une meilleure attention et qu'elle nous permet donc, potentiellement, d'éviter nos dangers. Oh Lisa. C'est bon, je vais conclure. Avant de terminer, je vais vous finir l'histoire de l'américaine qui n'avait aucune peur. En fait, elle n'avait aucune peur parce qu'elle avait une maladie qui lui avait provoqué des calcifications au niveau des noyaux amygdaliens. Les chercheurs ont montré que la seule peur qu'elle avait était en fait la peur de la suffocation. Ils lui ont fait respirer un gaz extrêmement riche en gaz carbonique et pour la première fois, elle a démontré des signes de lutte, des signes de peur, des signes d'angoisse. Elle avait senti pour la première fois le danger. Nous avons donc montré l'influence de l'inné et l'influence de l'environnement. Et peut-être demain, nous montrerons l'influence de l'épigénétique sur la transmission des peurs. Mais n'oubliez pas, il existe des techniques pour s'affranchir de tout ça. Les thérapies cognitivo-comportementales, les TCC. Les peurs d'hier ne doivent pas être les peurs de demain. Vous êtes le maître de vos propres peurs. Vous êtes les maîtres de votre esprit. C'est super.